Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les petits faucons littéraires, j'espère que vous allez bien. En ce beau mercredi du mois de janvier, on se retrouve aujourd'hui pour une petite chronique fauconesque, donc petit point lecture de certains livres que j'ai lus récemment et qui ne sont encore apparus dans aucune vidéo. On va parler livres de fantasy, on va parler manga d'horreur et on va parler roman graphique. On commence sans plus attendre cette chronique fauconesque avec le premier roman donc de fantasy dont je vais vous parler et c'est Les Canaux du Mi-temps de Alex Nikolavitch. De nouveau, j'ai l'impression de dire ça à toutes mes vidéos, mais je l'ai trouvé par hasard chez Gilbert Joseph, il était d'occasion beaucoup moins cher que le prix neuf. J'ai vu cette couverture absolument incroyable avec ces tonalités un peu de cirque et j'ai vu que c'était édité chez Les Moutons Électriques, maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Donc ni une ni deux dans mon panier et je l'ai attaqué en fait quasiment après dans les jours qui suivaient mon achat. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Les Canaux du Mi-temps, on va évoluer donc dans cet univers, cette espèce de monde qui s'appelle le Mi-temps. C'est une plaine qui est traversée de part et d'autre de canaux, et donc il y a des péniches tirées par des chevaux qui circulent sur ces canaux. Et un jour, Gabriel, un petit garçon d'environ 10 ans il me semble, va voir arriver dans son village une péniche un peu particulière, une espèce de péniche cirque. Il y a un peu des phénomènes de foire dessus. Vous savez, les foires à l'ancienne où il y avait des personnes un peu atypiques avec des physiques ou des capacités hors normes étaient plus ou moins exposées comme des phénomènes de foire. Et donc voilà, un canot avec un clown, un nain, un homme très grand et très musclé, il y a un homme au contraire très fin, très grand aussi, il y a une contorsionniste, etc. Et il faut savoir que Gabriel, il s'ennuie dans son village, il aimerait bien voir plus de monde, il aimerait bien voyager, il se sent coincé. Il va aller voir le nain, il va lui demander « Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre sur votre bateau ?» Et ni une ni deux, il va embarquer avec eux. Et en fait, le livre ne commence pas tout à fait comme ça, puisque le tout premier chapitre, c'est un très court passage où on voit une sorte d'esprit assassiner des gens et libérer des prisonniers qui sont le peuple indigène du Mi-temps. Et donc on va commencer à suivre Gabriel et tout l'équipage du bateau et on va comprendre que le capitaine à bord, il y a quelque chose de particulier à son propos, on ne comprend pas tout de suite quoi. Et au fur et à mesure qu'ils font étape aussi dans des villages, on va comprendre que dans le Mi-temps, il y a des légendes ancestrales, il y a des choses un peu spirituelles, un peu oniriques qui s'y passent. Et donc on va se demander quel est le lien entre Gabriel et cette péniche cirque et peut-être l'esprit un peu vengeur qu'on a vu au tout début du livre. Et je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire. Et c'était génial, c'était vraiment bien. C'est un livre qui vous tient en haleine, mais pas dans le sens où ça multiplie les rebondissements sur rebondissements, des cliffhangers, en veux-tu en voilà. C'est plus une atmosphère, un style d'écriture et une volonté de comprendre tout ce qui se passe, comment tout est lié, qui fait qu'on continue notre lecture avec plaisir. C'est aussi très bien écrit, très fluide. J'aime beaucoup la plume de Alex Nikolavitch, je la connaissais pas du tout, mais je suis hyper intéressée de voir ce qu'il a écrit d'autre. Et c'est un univers de fantasy qui est très léger, puisque tout ce qui est fait à travers les esprits, mais des esprits qui habitent dans la nature. Et en fait, la manière dont les énergies et dont les esprits sont abordés, ça ressemble assez à ce qu'on pourrait croiser sur Terre pour ceux qui y croient. C'est simplement dans un autre univers. Donc c'est de la fantaisie, mais très légère. On n'est pas du tout perdu dans cet univers. Il y a une construction aussi des chapitres qui est un peu particulière. Pas particulière dans le sens où ça peut vous désorienter, mais c'est original. C'est pas linéaire comme ce qu'on pourrait souvent croiser dans les livres. Et j'ai trouvé ça bien. Je vais pas vous expliquer comment c'est construit, parce que moi j'ai bien aimé le découvrir et au début on capte pas tout de suite et c'est au fur et à mesure qu'on se dit « Ah, ça fait tilt » et j'ai trouvé ça bien de découvrir ça au fur et à mesure et de me laisser surprendre par la construction narrative. Et on s'imprègne de cette atmosphère, on s'imprègne de ce qui s'y passe, mais c'est pas en mode « Waouh », c'est simplement ça glisse petit à petit. En fait, c'est hyper dur à expliquer. C'est vraiment dur en fait de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Je vais quand même essayer d'être précise et concise. Ça ressemble à un conte. En fait, c'est ça. Ça fait 13 minutes que je parle et je viens enfin de trouver le mot. C'est comme si c'était un conte, mais un conte pour adultes qui nous emmène dans des terres éloignées, avec des esprits, avec un bateau carnaval haut en couleurs et des personnages très complexes, bien construits, qui sont intéressants. Et c'est comme un conte un peu retwisté avec ces histoires de légendes, avec ces histoires de paroles anciennes et de tertres, etc.
on retrouve un peu les codes du conte, qui fait qu'on est dans de l'adulte, mais qui fait vibrer en fait notre corde d'enfant. Et j'ai trouvé ça très agréable parce que c'est ressourçant, c'était agréable, c'était une très bonne lecture, et en même temps surprenant. C'était pas la plus marquante que j'ai faite, mais j'ai passé un très bon moment. Le café, toute ma vie. Le deuxième livre de cette chronique fauconesque, qui n'en est pas un puisque c'est une saga, j'ai enfin fini le manga, la série de manga Baptism de Kazuo Umezu, qui est donc un manga d'horreur en 4 tomes. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois, et là pendant le mois de décembre je me suis enchaîné les 3 autres. Clairement c'était pas une lecture du mood de Noël, c'est beaucoup plus mood Halloween puisque on est dans un pur manga d'horreur. Je n'avais rien lu d'autre de Kazuo Umezu, mais apparemment il est spécialisé dans les mangas d'horreur. Déjà c'est marrant, les livres sont tout petits. Ils sont... Bon après vous n'allez pas trop voir avec la caméra. Donc c'est vraiment des tout petits livres. Dommage que je les ai pas avec moi pour vous les montrer. Et donc le synopsis, c'est qu'on va suivre Izumi Wakakusa, qui est une actrice de renom. C'est vraiment la Grace Kelly du Japon. Elle est hyper belle. Depuis qu'elle est toute petite, elle est actrice. Elle est réputée pour sa beauté. Tout le monde l'adore. C'est vraiment la plus belle femme du monde pour tous les Japonais. Et un jour, elle va se rendre compte qu'elle commence à vieillir. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, t'arrives vers 25-30 ans, tu vois ta première ride, tu sais que t'es pas sur la pente ascendante de ta jeunesse. Donc ça soit un problème, évidemment. Mais elle le vit très mal. Elle vit très mal cette perte de sa beauté pour elle. Et aussi, petit à petit, elle va voir qu'il y a une espèce de marque qui apparaît sur son visage, mais une marque énorme, une espèce d'énorme tache qui commence à lui recouvrir les yeux, à lui recouvrir la joue, etc. Et là, elle commence à flipper. Elle flippe parce que sa beauté, c'est toute sa vie et qu'elle ne veut absolument pas la perdre. Elle va donc disparaître brutalement pour se cacher des médias, pour se cacher des journalistes, parce qu'elle ne veut pas qu'ils voient qu'elle est en train de devenir moche et de vieillir. Et on va la retrouver 10 ou 11 ans plus tard, et elle a donné naissance à une petite fille. Cette petite fille s'appelle Sakura, et donc toute l'histoire commence à cette période-là. Les périodes avant où elle était plus jeune sont plus sous forme de flashback, mais le présent, c'est quand elle est, voilà, mère de famille, très simple. Elle a beaucoup changé, elle ne correspond plus du tout aux standards de beauté classiques japonais, mais c'est devenu une mère de famille aimante avec sa petite fille, de qui elle prend grand soin. Sauf que, évidemment, manga d'horreur, tout n'est pas tout rose. On va très vite découvrir qu'il y a un secret plus ou moins atroce, mais plus que moins, sur la venue au monde de Sakura. Pourquoi est-ce que sa mère l'a mise au monde? Et je m'arrête là pour le résumer parce que, voilà. Alors manga d'horreur à mort. Ce qui s'y passe, c'est tellement déjanté, mais tellement barré. On n'est pas du tout sur quelque chose de réaliste, on est sur quelque chose de totalement improbable. Et voilà, le premier tome s'axe sur la découverte de ce secret autour de la venue au monde de Sakura. Le deuxième et troisième tome, c'est sur tout ce qui va se passer après. Et le quatrième tome, c'est sur la résolution de toute cette histoire. Et j'ai adoré ma lecture du tome 1, le tome 2, le tome 3. La résolution par contre, j'ai pas été convaincue. J'ai pas été convaincue parce que même si tout est tiré par les cheveux, clairement toute l'histoire est tirée par les cheveux, c'est complètement absurde, c'est vraiment horrible. Mais là, je sais pas, ça manquait trop de cohérence et c'était trop en mode il faut que je trouve une fin à mon histoire. Ok, qu'est-ce qu'on peut foutre? Je vais réfléchir. Ah ouais, on va mettre ça et on va mettre ça et on va dire que ça s'est passé comme ça. J'ai trouvé que c'était un peu facile. J'étais un peu en mode bon, moi bof quoi. Oh, t'abuses. Après, ça n'a pas gâché ma lecture de cette saga. Par contre, c'est clair, lisez pas ça si vous voulez du feel good. C'est marrant, tellement c'est barré, mais on est quand même sur des choses plus ou moins horribles. Le dessin est particulier. C'est très contrasté, avec des traits très forts au crayon noir et des visages très marqués, souvent par la peur. C'est pas mignon, c'est pas un manga un peu en mode ah je lis un shoujo, les personnages sont mimi. Non, c'est vraiment pas un dessin qui est fait pour être beau, c'est un dessin qui est fait pour créer une atmosphère anxiogène, angoissante, et c'est réussi, mais faut aimer. Mais voilà, si vous connaissez d'autres œuvres de Kazuo Umezu, vous savez un peu de quel type de trait je parle. Les 3 premiers tomes se lisent extrêmement bien, et on se demande mais what the fuck, jusqu'où ça va aller? Donc j'ai beaucoup apprécié, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour du feel good non plus, mais c'était cool. Et enfin, pour clôturer ce petit update de mes lectures récentes, je vais vous parler de 2 romans graphiques. Je veux parler de Carbone et Silicium de Mathieu Bablé et de Podum d'Hubert. On va donc commencer par Podum, qui a été scénarisé par Hubert, malheureusement décédé depuis. Il est décédé
il me semble courant 2020, et dessiné par Zanzim, je sais pas. Et donc c'est un roman graphique déjà magnifique. J'adore la jaquette et j'adore le dessin de la couverture principale. Je le trouve magnifique. Toute l'histoire se passe pendant la Renaissance en Italie, où on va suivre Bianca, qui est une jeune fille très belle, qui est promise au mariage à Giovanni. Ils ne se sont jamais rencontrés, elle ne le connaît pas, il ne la connaît pas, et Bianca, ça la gêne un peu d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Évidemment, qui ça ne gênerait pas. Et elle va en parler à sa tante un jour, et sa tante va lui révéler que dans la famille, elle se passe de génération en génération une peau d'homme. Donc littéralement une peau qu'elle peut revêtir pour se transformer en homme avec tout qui fonctionne. Bianca va alors revêtir cette peau et va se faire appeler Lorenzo. Elle va se rapprocher de Giovanni pour apprendre à le connaître et savoir si c'est un homme bien ou non. Arrive à ce qui devait arriver, on apprend que Giovanni est homosexuel et il va commencer une liaison avec ce fameux Lorenzo. Sans savoir que c'est Bianca qui se cache en soi dessous. Vont alors s'enchaîner tout un tas de situations un peu cocasses et un peu en mode quiproquo. Je trouve que c'est scénarisé un peu comme une pièce de théâtre où certains acteurs jouent plusieurs rôles, et c'est le cas de Bianca. Et donc on va suivre la manière dont elle va essayer de contrebalancer et d'équilibrer la vie où elle est la femme Bianca de Giovanni et la vie où elle est Lorenzo, l'amant de Giovanni. La relation entre Giovanni et Lorenzo est très belle, et Giovanni en même temps très doux avec Lorenzo et en même temps un peu goujat avec Bianca parce que c'est une femme. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Bianca parce que elle ne se laisse pas faire et elle n'est pas en mode oh mon mec est homosexuel, pauvre de moi. Elle va essayer de trouver des solutions, elle va s'adapter aussi parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas changer son mari et elle ne va pas essayer de le changer. Elle va au contraire essayer de trouver une solution pour faire coïncider son rôle à elle en tant que Bianca et peut-être son rôle à elle en tant que Lorenzo. En même temps, on capte avec elle que c'est pas viable, elle ne peut pas mener cette double vie tout le temps. Il y a une très grosse critique de la religion qui est faite notamment au niveau de la vision des femmes et de la vision homosexuelle dans la religion chrétienne, et j'ai trouvé que c'était très bien fait puisque le frère de Bianca est un prêcheur religieux extrémiste. Et donc il va tout le temps reprocher aux femmes d'avoir des décolletés, reprocher aux hommes d'être pervertis, etc. Et en fait il va essayer de cacher les femmes, de cacher les homosexuels, de cacher à la vision des hommes purs toutes ces sources de péché. Donc j'avais vu sur internet que Hubert et Zanzim avaient commencé pas mal de projets en fait autour de cette thématique des réactions conservatrices contre le mariage gay, après voilà toutes les manifestations qu'il y avait eu, notamment le mariage pour tous, etc. Ils ont fini par écrire Podum, mais apparemment c'est quelque chose qu'ils ont en tête depuis longtemps. Ils ont mené énormément de projets à ce sujet, et peut-être que Podum c'était le projet le plus abouti qu'ils aient pu faire, mais voilà, c'était vraiment ce qui leur tenait à cœur, c'était dénoncer ces réactions conservatrices face au mariage gay et à l'amour homosexuel. Au niveau du style de dessin, je sais que ça ne plaît pas tout le monde, mais moi j'ai bien aimé le fait que ça soit très épuré, un peu caricatural au niveau des dessins. Par exemple, Giovanni a un très grand nez, Bianca a des grands yeux bleus, etc. immenses. Donc c'est assez épuré mais assez expressif et assez caricatural, et moi j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé le jeu des couleurs, notamment dans les tonalités qui étaient choisies, plus ou moins sombres, plus ou moins colorées, etc. J'ai trouvé que ça jouait bien et que ça accompagnait bien le propos. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce roman graphique. Je trouve que c'est vraiment un très bel ouvrage. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez le feuilleter en librairie. Je sais que le prix peut un peu en rebuter certains, mais c'est un très beau livre avec du papier de qualité et un très beau message, notamment anti-homophobie, et le parcours initiatique aussi que vit Bianca à travers sa relation avec Giovanni, à travers la manière dont elle grandit en tant que femme, est aussi très intéressant. Donc c'est pas uniquement centré sur la place de l'homme, c'est très bien équilibré dans les deux sens, et je trouve que c'est un roman graphique qui partage un très beau message de bienveillance, de fraternité, de sororité, de tout ce que vous voulez, mais d'amour entre les hommes et les femmes, comme les religions sont censées le prêcher, ce qui est plus ou moins malheureusement la réalité. On arrive au deuxième roman graphique, donc Carbone et Silicium de Mathieu Bablé.
Je vais essayer de pas trop m'attarder dans cette vidéo parce que j'aimerais bien, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous faire une vidéo dédiée à Mathieu Bablé parce qu'à ce jour j'ai lu tout ce qu'il avait écrit, donc Adrasté, La Belle Mort, Shangri-La et Carbone et Silicium, donc sortis récemment, sauf si mon radar a laissé passer des ouvrages, ce qui est fort possible parce que mon radar n'est pas du tout aiguisé. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo sur ces œuvres, comme ça, si vous n'avez pas osé encore sauter le pas. Je pense qu'il y a des œuvres qui sont plus propices à une première lecture que d'autres, parce que finalement, même si on reconnaît la plume et la patte de Mathieu Bablé à chaque fois, ils sont quand même assez différents les uns les autres. Mais en attendant, trêve de bavardage, je vais quand même vous donner un avis rapide sur Carbone et Silicium. Alors, l'histoire commence en 2046, donc c'est un one-shot de science-fiction post-apocalyptique, où deux humanoïdes, donc intelligence artificielle très développée, vont être conçus par une entreprise qui a pour mission de développer des robots capables de prendre en charge notamment tout ce qui est métier d'assistance à la personne et protection de la population humaine. Et donc ils vont être construits et éduqués entre guillemets par l'une des scientifiques qui va passer des dizaines et des dizaines d'années, j'exagère peut-être une dizaine d'années, à travailler sur ces deux humanoïdes qui s'appellent donc Carbone et Silicium. Ces deux humanoïdes, ils s'aiment beaucoup et un jour, ils vont avoir l'autorisation de sortir en extérieur et de faire un voyage en Inde parce qu'ils ont accès à toutes les datas du monde entier, mais ils ne sont jamais sortis de leur petite pièce où ils sont conçus, etc. Et donc ils ont réussi à négocier avec les scientifiques pour avoir un petit voyage. Petit voyage qui va plus ou moins se dérouler comme prévu puisque Carbone va s'enfuir et va laisser Silicium toute seule. Et donc la compagnie qui a créé ces robots n'est pas bête entre guillemets puisque ils ont intégré une date de péremption, plutôt une limite de vie dans le code de ces robots et ils ne peuvent pas survivre plus de 10 ou 15 ans il me semble. Et donc on va suivre Silicium qui tous les 10 ou 15 ans va transférer son esprit dans un autre corps, etc., grâce à l'aide de la scientifique qui lui a donné un bout de code qui va lui permettre de faire ça et qui lui a un peu enlevé ses chaînes vis-à-vis de ce qui avait été initialement construit dans le code des robots. Et donc on va suivre Carbone et Silicium qui petit à petit vont se retrouver, vont se fuir, vont se quitter pour se retrouver encore. Et à travers les décennies, voire les siècles, on va suivre comment le monde va évoluer. Alors on est sur du Mathieu Bablé, donc on n'est pas sur un positivisme du feu de Dieu, on est plus sur un bon post-apo où la planète a été détruite et où l'humain est responsable de sa propre perte. Ça vend pas un rêve absolu. Au niveau des dessins, ils sont particuliers. Le trait de crayon de Mathieu Bablé, il n'est pas forcément très beau, mais par contre, les couleurs qu'il utilise pour faire ses planches sont très bien choisies. Il utilise souvent des planches monochromes, on est sur des couleurs toujours assez sombres, couleurs primaires, du rouge, du bleu, du jaune, du vert, etc. Mais sur des tonalités très sombres, avec des traits de crayon très appuyés, mais assez fournis quand même. Ils sont particuliers, il faut regarder, il faut feuilleter un peu. Moi je trouve que c'est pas le plus beau, mais ça appuie en fait son propos, ça appuie aussi le fait que tout n'est pas rose et que l'humanité n'est pas parfaite. Je trouve que ça se ressent dans la manière dont il dessine les choses. Pour ce qui est de l'histoire, c'est intéressant parce qu'on va suivre un peu tout ce qui est bouleversement politique, on va suivre les catastrophes climatiques que la planète Terre va subir. Mais finalement, il y a tellement de thématiques profondes et poussées que là, vous faire une chronique comme ça à chaud, sans avoir rien préparé, je trouve que ce serait pas rendre hommage au travail et à ce qu'a voulu faire Mathieu Bablé, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que je veux faire une vidéo qui est dédiée, parce que j'aimerais bien préparer un peu plus et réussir à mettre les bons mots, à exprimer correctement ce qu'il y a dans ce roman graphique. Après, la BD n'est pas parfaite, il y a des défauts, c'est pas celle que j'ai préféré Shangri-La à Carbone et Silicium de loin, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, parce que j'ai trouvé celle-là quand même très anxiogène. J'ai trouvé qu'il était très pessimiste, Mathieu Bablé, dans son récit. Le fait que les hommes ne font que s'autodétruire, qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs et jusqu'où ils vont, et vraiment cet instinct d'autodestruction qu'il associe aux hommes, je l'ai trouvé un poil trop pessimiste. J'aurais bien aimé quelques touches, soit d'humour, soit un peu de légèreté dans le récit, pour alléger tout ça, parce que la lecture était quand même assez pesante, et à la fin on n'est pas serein quoi quand on referme le livre. Je trouve pas que ça soit non plus nécessaire d'aller à ce point là. Après je suis quelqu'un de très positif et optimiste dans la vie, mais je ne pense pas
que le destin de l'homme soit à ce point l'autodestruction. C'est le seul un peu petit reproche que je pourrais faire à Mathieu Bablé, dans le sens où parfois quand on va trop à fond dans un sens, on en perd un peu la complexité de la chose. C'était un poil trop manichéen, alors que ça parle d'intelligence artificielle qui commence à ressentir des émotions et à avoir une conscience, etc. Ce qui est tout sauf manichéen comme genre de situation, donc j'ai trouvé dommage que pour ce qui est de l'homme, il soit autant en mode poubelle quoi. Bref, on a dit qu'on était concis et rapide sur cette chronique. On retrouve bien la plume de l'auteur, on retrouve bien la patte de l'auteur, même si un peu de légèreté, Mathieu, ça ne ferait pas de mal. C'est donc tout maintenant pour cette chronique fauconesque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire par quel livre vous avez commencé ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez déjà lu? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, des petites déceptions? Dites-moi tout en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à checker mon bilan 2020 pour retrouver mon top 10 de l'année. Et en attendant, je vous dis à la prochaine!